L'invité des matins, aujourd'hui, Gérard Chaliand. Bonjour Gérard Chaliand. Bonjour. Vous publiez Vers un nouvel ordre du monde aux éditions du Seuil, écrit avec Michel Jean. Notamment pour toute une partie importante concernant ce nouvel ordre du monde, une partie notamment chinoise. Je rappelle, faut-il rappeler que vous êtes géopolitologue, spécialiste de l'étude des conflits armés, des relations internationales et stratégiques, et aussi, souvent, le terme, pour ceux qui ne le savent pas, surprend, des conflits irréguliers. On doit parler quasiment que de ça ce matin, au fond, non? On veut dire, oui, guérillas et terrorisme. Ouais, guérillas et terrorisme. Et donc, Vers un nouvel ordre du monde est sorti il y a 15 jours aux éditions du Seuil. Pourquoi Vers un nouvel ordre du monde, tout d'abord, et non pas Vers un nouveau désordre du monde? Parce que quand on a fini le livre, on n'est pas très rassuré sur la suite. Le monde a toujours connu le désordre, il le connaîtra toujours, mais enfin, un ordre, ça signifie, par exemple, hier, il y a eu un ordre qui était celui de la guerre froide, c'est-à-dire la compétition entre l'URSS et les États-Unis. Après cela, il y a eu un très bref moment où les États-Unis ont été absolument seuls, avec une sorte de monopole absolu du pouvoir. Ça a duré de 1991 jusqu'à 2008. Et en 2008 est apparue une crise extrêmement profonde, financière, économique, dans laquelle nous sommes, dont nous ne sommes pas sortis, dont nous ne sommes d'ailleurs pas prêts de sortir, et qui inaugure un nouvel ordre parce que, pour la première fois, ce que l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, plus le Japon, étaient en mesure de produire, du point de vue manufacturier, du point de vue industriel, eh bien, d'autres, comme la Chine, comme l'Inde, comme la Turquie, comme l'Indonésie, comme la Corée du Sud et bien d'autres, le Brésil, sont en mesure maintenant de le produire. Hier, ils étaient nombreux et pauvres. Aujourd'hui, ils sont nombreux et performants. C'est un nouvel ordre. C'est-à-dire qu'en plus, voilà, et ça dépend de quel point de vue on se place, si l'on considère que l'ordre des uns est le désordre des autres. Vous avez parfaitement même raison, oui, c'est ça, c'est ce qui s'appelle un rapport de force. Ce rapport de force est en train de changer. Alors, dans ce rapport de force, il y a notamment un chapitre, et nous voudrions, avec vous, essayer de comprendre ce qui se passe dans l'actualité la plus immédiate, Gérard Chaliand, puisque tout de même, il y a une question, enfin, il y a beaucoup d'analyses dans votre livre, et puis d'analyses parfois, d'ailleurs, au fond, prudentes, qui décryptent ces équilibres en train de changer, avec tout de même une vraie incertitude, une vraie question, qui est le chapitre où va le monde arabe. Gérard Chaliand, peut-être commençons par cela, et la question du Moyen-Orient en général, l'actualité la plus immédiate. Vous avez évidemment regardé les images d'actualité concernant ce double attentat de samedi à Reynaïlé. C'est à côté, c'est au sud-sud de la Turquie, c'est frontalier avec la Syrie, à quelques kilomètres d'Antioche, d'Antakya. 46 morts selon un certain bilan. La Turquie, Ankara, a arrêté 9 suspects, tous de nationalité turque, mais a désigné Damas comme le commanditaire de ce double attentat. La presse turque, au lendemain de cet attentat, rapporte Le Figaro du jour, impute là aussi tout de suite la responsabilité de cet attentat à Damas. Les assassins d'Assad parlent de la terreur syrienne et de la guerre qui a dépassé les frontières. Alors, avec tous les guillemets qu'il faut que l'on mette pour l'instant autour de cet attentat, est-ce que vous, qui connaissez bien ces questions-là, alors de terrorisme, de guerres irrégulières, guerre civile, guérilla, est-ce que la piste syrienne vous paraît crédible dans la mesure où il y a 300 000 réfugiés syriens dans le coin, du côté d'Antakya et d'Arinali, et qu'il faudrait éventuellement déstabiliser ou non ces parties-là? Est-ce que ça fait partie d'une stratégie qui pourrait être propre à celle du régime de Bachar al-Assad? Enfin, dans les opérations clandestines, il est toujours difficile de désigner le responsable. Ce qu'on peut retenir, pour s'en tenir à l'essentiel, c'est que le chef de l'État turc, M. Recep Tayyip Erdogan, a déclaré « Nous ne tomberons pas dans le piège d'une provocation. La Turquie ne bougera pas, elle va faire preuve de retenue. » C'est ça qui compte. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, disons, de régionalisation immédiate turco-syrienne d'un conflit qui dépasse d'ailleurs très largement celui de la Syrie proprement dite. Ce qu'il faut dire à propos de la Syrie, sans se perdre dans des détails, c'est que contrairement à ce qui s'est passé en Tunisie, contrairement à ce qui s'est passé en Égypte, on n'est pas dans une affaire strictement intérieure. On est, cette fois-ci... Vous dites dans le livre que quasiment tout le monde arabe dépend de l'issue de ce qui se passera en Syrie. C'est une très grosse partie qui est en train de se jouer et dont notre public n'a pas véritablement conscience parce qu'on lui donne des tas de détails, du spectaculaire, mais on n'explique pas
ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, d'une part, on cherche à affaiblir l'Iran. C'est ça le but final. Ce but final est le double but... Pardon. On, qui on? Alors justement, bon. C'est le double but de deux courants. Un courant américain et israélien, appuyé évidemment par les Européens. Il faut empêcher l'Iran de détenir le feu nucléaire. Et alors à ce moment-là, pour l'affaiblir, il faut frapper la Syrie, qui est son allié le plus sérieux. Et deuxièmement, il y a l'intérêt des Arabes sunnites et de tous ceux qui sont sunnites dans la région, ça inclut les Turcs, pour affaiblir un État chiite qui, en 1979, lorsque l'Ayatollah Khomeini prend le pouvoir, prétend représenter la révolution musulmane. La contre-offensive a été menée par l'Arabie saoudite il y a déjà longtemps. Ils étaient ravis, par exemple, d'animer un djihad sunnite en Afghanistan contre les soviétiques. Ça permettait de montrer que l'Arabie saoudite aussi pouvait prétendre, dans le monde musulman, à un caractère révolutionnaire. Et aujourd'hui, fort de l'appui des États-Unis, à un moment où l'Iran est affaibli et où on lui en veut d'autant plus qu'à cause d'une erreur américaine, c'est-à-dire avoir installé en Irak non pas un pouvoir sunnite, c'était le cas de Saddam Hussein, mais un pouvoir chiite, renforçant en quelque sorte par là même l'axe du mal qu'on prétendait détruire. Donc vous avez la conjonction de tous les sunnites d'une part, qui veulent en découdre avec le régime de Bachar al-Assad et le détruire, et les États-Unis et tous leurs alliés qui veulent l'affaiblir également, non pas parce qu'on lui en veut particulièrement à lui, ce qu'on veut c'est affaiblir un allié de l'Iran. Voilà ce qui se passe. Alors, allié de l'Iran, en l'occurrence par l'entremise du clan Bachar al-Assad, dont il faut préciser alaouite, donc branche du chiisme, donc possiblement en liaison avec le chiisme iranien. Vous avez parfaitement raison de préciser, effectivement, les alaouites sont en somme des alliés effectifs du chiisme. Ils sont une branche un peu à part. Bon. Lorsque le régime de Bachar al-Assad éventuellement va tomber, ceci va déterminer des changements importants. Par exemple, l'Irak, lui, va être menacé. Cet Irak chiite, il est très mal perçu. Aujourd'hui, les sunnites protestent, et ils protestent de façon extrêmement vigoureuse. Bon, tous les salafistes, comme on dit, c'est-à-dire les islamistes radicaux, ceux qui pratiquent le djihad, qui viennent d'ailleurs, eh bien, et qui sont en train de travailler dans un mouvement qui s'appelle Jabhat al-Nursi, bien organisé, payé par les gens du Golfe, armés, vont se retourner contre l'Irak. C'est-à-dire qu'on va assister à une redistribution générale des cartes dans ce Moyen-Orient compliqué, où les uns et les autres poursuivent des agendas qui leur sont propres. Pardonnez-moi de la question aussi directe que celle que je vais vous poser, Gérard Chagnan. Et alors, attendez, mais quid tout de même de ces Syriens par milliers que l'on disait laïcs et qui ont initié ce mouvement de révolution? Ils sont hors jeu, neutralisés? Disons que on ne voit pas très bien où ils se situent aujourd'hui dans la nébuleuse de ce qu'on appelle la rébellion. C'est-à-dire... c'est par eux que ça a commencé au départ. Oui, M. Obama, par exemple, comme vous le savez, hésite à engager les États-Unis dans cette affaire. Il va le faire à un moment, mais il se rend très bien compte à quel point c'est complexe, parce que qui, effectivement, sur le terrain, contrôle la situation? Bien malin, celui qui peut le dire. En fait, dans la pratique, il y a eu des oppositions, des factions, laïques ou pas, enfin, disons séculières, il n'y a pas de laïque. Oui, séculière, bon, voilà. Séculière. Le mot plus exact. Bon, avec quelques courants démocratiques, mais pas très nombreux, et puis d'autres plus musclés. Et puis, il y a eu également l'immixtion des salafistes qui veulent peser. Il y a donc, en somme, à l'intérieur, si vous voulez, pour être très grossier, les frères musulmans, qui ont des véritables assises, parce qu'ils ont été, eux, frappés en 1982 par le papa de M. Assad. Il y a les salafistes, qui sont des nouveaux, mais extrêmement bien organisés et très animés du désir de peser.
Et puis vous avez tous ces courants qui ne sont ni frères musulmans, ni salafistes, mais divisés comme d'habitude quand on l'est dans les trucs démocratiques. Alors, qui contrôle quoi? On n'en sait rien. Qui va finalement triompher? On n'en sait rien non plus. La seule chose dont on est sûr, c'est que lorsque ce régime va tomber, on va avoir des répressions extrêmement difficiles, un chaos remarquable, des massacres dans la mesure où le contentieux, si vous voulez, de la vengeance a beaucoup grossi. C'est-à-dire que ce qu'il y a eu comme victime jusqu'à aujourd'hui n'est qu'un début. Oui, alors on annonce un dernier chiffre de 82 000, on peut dire qu'il est déjà sans doute largement dépassé. D'autres organisations ils parlent à peu près de 100 000 au moins. Oui, enfin, vous savez, les chiffres, il faut se méfier. Il faut s'en méfier. Hein. Le fait est qu'en tout cas, les Syriens, de plus en plus nombreux, quittent tout de même, continuent de quitter le pays, se réfugient aussi beaucoup en Jordanie, toujours aussi en Turquie, dont on sait que cela peut créer des troubles réels. Aussi, les Turcs environnants, certains n'ont pas le gouvernement, mais en ont assez, ont peur d'être déstabilisés par, au fond, cet afflux de réfugiés incontrôlés. Et puis au-dessus de tout cela, pour terminer cette première partie, tout de même, alors, la Russie, est-ce que si quand même tout le monde, la communauté internationale n'en finit pas de dire il faut en finir avec ce régime de Bachar el-Assad et essayer d'aider les Syriens, tout en ne les aidant pas, est-ce que tout cela est la faute de la Russie et de ce fameux Conseil de sécurité de l'ONU, Gérard Archanian? Oui, aussi. La Russie est partie prenante dans cette équation. Les Russes, comme les Chinois d'ailleurs, ont été floués en Libye. Le Conseil de sécurité avait voté pour préserver en quelque sorte la population de Benghazi, pas pour se débarrasser de Mohamed Kadhafi. Donc cette fois-ci, il n'est pas question pour eux de céder et d'accorder un blanc-seing aux États-Unis. De surcroît, ils veulent montrer qu'ils ne contrôlent pas que leurs proches étrangers. Ils sont très intéressés par le contrôle du port de Tartous, qui est leur seul accès à la Méditerranée. C'est un allié. Ils montrent qu'effectivement, ils ont une volonté politique. Donc, en somme, dans cette affaire, vous avez les Russes d'un côté, les Iraniens, le Hezbollah et l'Irak, chiite, qui sont des alliés du régime de Bachar el-Assad. Et de l'autre côté, vous avez l'ensemble des sunnites arabes, plus la Turquie, avec les États-Unis et l'Europe qui, à un moment, vont certainement faire quelque chose. Et puis, Israël, là-dedans, attend effectivement que l'Iran soit affaibli. La Syrie l'intéresse de façon secondaire. Ils ne veulent pas, par exemple, que les salafistes triomphent en Syrie, parce que le triomphe des salafistes en Syrie, c'est très mauvais pour l'ensemble de la région. C'est ce que d'ailleurs craint M. Obama. 8h18, vous êtes bien Brice Couturier. Je suis toujours Brice Couturier. Ouais. Allez, c'est la chronique de Brice Couturier. Je vous emmène, Marc, hors du Moyen-Orient compliqué pour quelques minutes pour vous ramener vers la vieille Europe. Ainsi, après les États-Unis, l'Union européenne va-t-elle entrer en guerre commerciale avec la Chine? Certes, pour l'instant, il ne s'agit pas d'une guerre totale, même pas d'une mobilisation générale, seulement d'une escarmouche sur un secteur très limité du front, celui des énergies renouvelables. Mais le risque d'extension est sérieux et l'affaire s'inscrit dans le contexte d'une montée des tensions qui n'épargne aucune région du monde et qui pourrait déboucher, à terme, sur une guerre économique généralisée. Normal, même en Chine, la croissance ralentit, la timide reprise de l'an dernier aux États-Unis donne déjà des signes d'essoufflement et l'Europe traverse sa deuxième année consécutive de récession. Dans ce contexte, chaque bloc commercial est tenté de mettre en œuvre des procédés plus ou moins déloyaux, voire illégaux, de protéger les intérêts de ces entreprises. Comme l'explique Sylvie Matelli de l'IRIS dans l'Expansion, je la cite, « La mondialisation est un multiplicateur de richesse quand le moteur de l'économie tourne à plein régime, mais une source de frustration quand le moteur cale. Comme le gâteau ne grossit plus, chacun se bat pour en obtenir une plus grosse part. » Fin de citation. L'Europe étant le continent le plus vertueux en matière énergétique, ses citoyens pouvaient rêver des fameux dizaines de milliers d'emplois qu'étaient censés créer les énergies non polluantes. Mais voilà qu'une politique industrielle menée à la chinoise dans le secteur du photovoltaïque parvient à assurer à l'empire du milieu une hégémonie absolue du secteur, avec plus de 80% du marché européen, soit 21 milliards de dollars. Face aux États-Unis, l'offensive chinoise sur les énergies renouvelables s'était déjà heurtée à une violente riposte de Barack Obama. En pleine campagne présidentielle, le président américain avait frappé très fort, imposant aux industriels chinois du photovoltaïque des droits de douane compris entre 31 et 250%.
La Commission européenne a décidé mercredi dernier l'adoption d'une taxe anti-dumping à l'importation qui pourrait atteindre 47%. Alors, il ne s'agit pas d'une mesure protectionniste d'arrière-garde, précise-t-on à la Commission de Bruxelles, qui met en avant le fait que son commissaire au commerce, Karel de Gucht, est un libéral proclamé, mais d'une mesure anti-dumping. Les fabricants de panneaux solaires chinois ont bénéficié de prêts publics à des taux exceptionnellement bas et de l'octroi de terrains pour leurs usines. Cela s'appelle fausser la concurrence. Ce que l'Europe reproche à la Chine, ce n'est pas d'être meilleur marché qu'elle, ce dont nos consommateurs ne pourraient que bénéficier, mais d'obtenir ces prix cassés par des procédés contraires aux règles du commerce mondial. Cependant, on le sait, la Chine a aussitôt riposté en annonçant l'ouverture d'une procédure anti-dumping contre les fabricants de tubes sans soudure européens. Elle vise en première ligne un fabricant français, Vallourec, et l'agence Chine Nouvelle menace très explicitement ce week-end l'Union européenne d'une guerre commerciale. Les choses vont d'ailleurs s'envenimer très prochainement entre les deux blocs commerciaux dans le secteur des équipements de télécommunications. Les mastodontes chinois Huawei et ZTE étant accusés par leurs concurrents européens Alcatel, Ericsson et Nokia de vendre à perte afin de les briser. Alors, dans un contexte international marqué par la montée en puissance des émergents, symbolisée par l'élection d'un Brésilien à la direction de l'OMC, par l'aggravation de la compétition pour l'accès aux ressources, matières premières, énergies fossiles, eau, et par le regain des États-nations au sein même des blocs commerciaux, doit-on ou non redouter que, comme au tournant des 19e et 20e siècles, les guerres industrielles nous précipitent un jour dans la guerre tout court? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Gérard Chalian. Écoutez, il n'y a pas à s'étonner de voir que nous sommes en compétition, c'est l'évidence. Ce qui est en train de se passer, comme je l'ai tout à l'heure signalé, c'est que ce que nous étions les seuls à savoir faire, les Chinois et bien d'autres savent maintenant le faire et ils sont sur le marché et il y a une âpre compétition sur le marché, comme il y a eu d'ailleurs au 19e siècle une âpre compétition entre les Britanniques, les Allemands, les Français, etc. pour s'arracher des marchés. Voilà. Bon, ça va pas mener à la guerre mondiale. Le problème n'est pas aujourd'hui la guerre mondiale. Le problème, c'est comment est-ce que les uns et les autres vont continuer à avoir de la croissance. Les Américains ont réagi le plus vigoureusement, ce qui n'est pas fait pour étonner. Les Allemands se débrouillent mieux que nous en ce qui concerne les contrats qu'ils décrochent avec les Chinois. Quant à nous, d'une façon générale, si vous voulez, nous sommes dans une phase où il va falloir sérieusement améliorer notre compétitivité. Vous citez, juste Georges, dans votre livre, vous citez Pierre Asner, qui a cette formule qui est assez intéressante pour résumer au fond l'histoire même, peut-être du monde tel que ce monde va avec ses décentrements, tantôt la hausse des uns, la perte d'influence des autres. Il parle de la vengeresse complexité du monde. Oui, j'aime beaucoup cette formule, la vengeresse complexité du monde. Vous prenez par exemple l'idée de M. George W. Bush, qui était de remodeler le Grand Moyen-Orient. Il s'agissait en somme de s'installer en Irak, de tordre le bras des Syriens et ensuite de se tourner pour faire un changement de régime en Iran. Ça n'a pas marché. Or, le hasard fait que l'immolation d'un Tunisien va déclencher en Tunisie, en Égypte et finalement en Syrie, après être passé par Bahreïn et le Yémen, une rébellion généralisée contre des dictatures qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, nous arrivons de façon inattendue à un résultat qui fait que, bien sûr, il va y avoir un affaiblissement de la Syrie. Bien sûr, l'objectif, c'est encore l'Iran. Et en même temps, ça ne se fait pas comme le souhaitaient les États-Unis, c'est-à-dire avec des régimes qui leur soient amis, mais plutôt avec des salafistes ou peut-être des frères musulmans. Donc la complexité du monde, il faut la restituer. C'est pas uniquement fait de résultats spectaculaires et de ventes d'angoisse. Alors, Stéphane Rosès. Oui, je voudrais justement, sur cette idée de vengeresse, complexité du monde, vous interroger, Gérard Chalian. Est-ce que ce n'est pas une notion proprement occidentale, en ce que le monde a toujours été complexe, mais sous domination occidentale à partir de la Renaissance, l'Europe puis les États-Unis ont toujours eu le souci de penser
le monde comme un dépassement d'eux-mêmes. Et que la nouveauté que vous relatez très bien, soit à partir, que vous faites remonter à partir de la révolution iranienne, de l'arrivée de Deng Xiaoping, 79, plutôt que la chute du mur de Berlin, est-ce que la nouveauté n'est pas justement que le déport de la globalisation économique sur l'Asie se fait sur des pays qui n'ont pas, eux, forcément le souci, notamment pour la Chine, de penser le monde comme une entité globale, parce qu'il y a l'intérieur de la Chine qui doit être harmonieuse et l'extérieur, c'est à peu près les barbares, et que donc ce que vous appelez justement cette complexité, c'est tout simplement le fait qu'il n'y a plus dans les puissances économiques dominantes de demain le souci de penser le monde dans sa complexité. Oui, Gérard Chaliand. Oui. En ce qui concerne le chinois, il y a la tradition chinoise, dont d'ailleurs mon coéquipier et co-auteur Michel Jean est le spécialiste. Il y a, en ce qui concerne la Chine, une tradition qui était très auto-centrée. C'était le monde d'hier. La Chine, aujourd'hui, est dans le processus de la mondialisation, comme tout le monde. Et la Chine, évidemment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vise ? Si on ne se fait aucune illusion, elle vise que dans le cadre des rapports de force, il s'agit pour elle d'augmenter son potentiel de puissance et, à terme, peut-être, de disputer au numéro 1 cette première place. Voilà ce qui se passe. Alors Sylvain Kahn et puis Brice Couturier. Sylvain ? Oui, Gérard Chaliand, vous parliez de puissance à nouveau et tout à l'heure vous compariez le Qatar et l'Arabie Saoudite, juste quand on a repris après le journal. Et ma question est la suivante. Est-ce que la puissance réelle passe encore au XXIe siècle par le territoire ? Non. Non, la puissance réelle ne passe pas par le territoire. Bien sûr qu'il vaut mieux, comme la Chine, les États-Unis, avoir un territoire vaste, des ressources, mais dans la pratique, si vous voulez, la constitution des empires hier, c'était effectivement étendre son territoire outre-mer ou bien par territorial. Aujourd'hui, la puissance, c'est ce que vous êtes capable de faire du point de vue économique, ce que vous êtes capable de faire du point de vue financier, ce que vous êtes capable de faire du point de vue militaire. C'est un agrégat de choses qui fait que, à l'heure actuelle, la puissance majeure, elle est détenue par les États-Unis et elle va conserver cette avance pendant un temps indéterminé. Parce qu'elle a à la fois la puissance militaire, la puissance financière, la capacité d'innovation, la capacité de projection et en plus ce qu'on appelle le pouvoir feutré, en anglais soft power, en français pouvoir feutré, s'il vous plaît, parlons français. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc vous avez raison, le territoire, c'est un peu secondaire. Et si on prend juste le petit cas de la France, dont vous dites qu'elle ne va pas rester bien longtemps, pas à l'horizon 2020, sans doute la 5e puissance mondiale ? Malheureusement, le constat, si vous voulez, c'est que cette 5e place que nous détenons provisoirement, il n'y a qu'à voir ce qui se passe. Inéluctablement, on va la perdre, dites-vous. Oui, et j'ajoute, pour être, si vous voulez, avec un peu de distance, ce n'est pas seulement M. Hollande, ce n'est pas seulement M. Sarkozy. Il y a 30 et 40 ans que nous vivons au-dessus de nos moyens. L'autre jour, on nous dit, on vient de dépasser la barre des chômeurs de 1997. Et alors, en 97, quand on a eu cette barre, qu'est-ce qu'on a fait ? Rien. C'était il y a 16 ans. Donc, en d'autres termes, si vous voulez, nous traînons un boulet d'adaptation indispensable, de réformes qu'il fallait faire, que nous n'avons pas faites, et maintenant nous sommes le dos au mur, il va falloir le faire. Et très franchement, notre population s'est habituée à, justement, à un certain nombre de choses qu'elle n'a pas envie d'abandonner. C'est très difficile de gérer ce pays. Brice Couturier. Pour revenir à l'international, je disais, il y a une guerre commerciale, mais il y a peut-être une guerre commerciale à venir, mais en tout cas, il y a une guerre des monnaies, et c'est le Japon qui l'a lancée. Revenir à la question qu'on traitait tout à l'heure, il y a les BRICS. Les BRICS, ils viennent de créer, par exemple, une banque de développement commune pour essayer de squeezer la Banque mondiale, mais en réalité, ils n'ont entre eux aucune harmonie, ils se déchirent assez facilement, ils sont pas harmonieux du tout, ils sont pas d'unité, et surtout, ils semblent incapables à penser des responsabilités globales d'ordre mondial. La Chine s'occupe de son précaré, la Russie de ses voisins, l'Inde aussi a des préoccupations très limitées. Est-ce qu'on ne va pas très rapidement regretter, comme le dit Robert Kagan dans son dernier bouquin, regretter l'absence d'un shérif mondial ? Les Américains nous énervaient le monde entier parce qu'ils étaient dominateurs, mais ils avaient au moins
eux, une vocation globale. Ils avaient au moins une vision mondiale. Aucun des BRICS n'est dans cette situation. Est-ce qu'on risque pas, au contraire, dans un monde qu'on a tellement voulu multipolaire, regretter très vite le fait, soit la bipolarité quand les Américains et les Soviétiques contrôlaient l'ensemble de la planète, ou l'époque assez brève où le shérif américain a fait régner un certain ordre? Oui, en tout cas, parfaitement raison lorsque vous dites que les BRICS, enfin cette appellation en définitive un peu journalistique, n'ont pas de politique commune. En effet, les intérêts de la Chine ne sont pas ceux de l'Inde, ceux du Brésil ne sont pas nécessairement ceux de la Chine, etc., etc. Donc ils ne vont pas offrir ensemble une alternative à la guidance qui a été celle des États-Unis. Les États-Unis, contrairement aux apparences, restent les numéros 1. Ce sont eux quand même qui établissent l'équilibre majeur. La Chine n'est pour l'instant que potentiellement quelque chose d'extrêmement important. Il ne faut pas regretter l'époque de la guerre froide. On l'a assez déploré lorsqu'on l'avait. Très franchement, nous sommes dans un monde qui est plus compliqué parce qu'il y a davantage d'acteurs et nous, Européens, notre véritable souci, c'est de rester dans cet univers-là suffisamment compétitif pour arriver à faire quelque chose. Ma foi, je crains que, comme on n'a pas réussi à nous fédérer, on va arriver de façon dispersés dans cette compétition et que nous n'aurons pas les moyens de peser politiquement de façon sérieuse dans le monde qui est en train de se faire. Alors on ne peut pas évidemment refaire l'histoire, mais telle que vous la décryptez de façon histoire et géopolitique depuis au fond même le grand empire arabe, le grand empire musulman qui à une époque au fond dominé la planète, puis qui a perdu cette domination. Vous parlez au fond apparemment des effets de distanciation des pays, des ensembles se font distancer par d'autres, et vous mettez bien comme ça en balance les effets, les différentes temporalités, notamment Stéphane Rosès le rappelait tout à l'heure, il y a effectivement la date importante de 1989, mais pas que, hein, vous dites c'est 79 aussi qui augure d'un tournant vraiment du monde, Deng Xiaoping d'un côté, la révolution khomeinienne de l'autre, et puis vous dites tout de même, et j'aimerais que vous reveniez là-dessus, l'avenir de l'Europe tel qu'il n'a pas été réfléchi en 1989. C'est assez important. Vous dites l'Europe n'a pas réfléchi à ce qu'elle aurait pu ou dû faire après 1989. Et évidemment, autour de cette réflexion, il y a, et nous revenons d'ailleurs un peu au début de l'émission, il y a la question turque. La Turquie, dites-vous, qui rajeunirait, après tout, l'Europe. Alors la Turquie, c'est quoi? C'est le nœud, c'est le problème gordien, c'est la patate chaude. Faut-il intégrer ou pas la Turquie au nom de l'état de... les oui, c'est l'économie, les non, c'est la religion. Est-ce qu'on rate quelque chose avec cette question turque, tout bêtement, oui, Gérard Chaliand? Vous posez plusieurs questions à la fois. Oui, pardon. Alors, en ce qui concerne l'Europe, effectivement, en 1989-91, lorsque le monde de la guerre froide a disparu parce que l'Union soviétique s'est effondrée, il aurait fallu que l'Europe se pose des questions sur « et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» En somme, on avait bénéficié du parapluie américain lorsque l'Union soviétique était militairement plus forte. Cet adversaire disparaît. Qu'est-ce qu'on fait ? Dans la pratique, nous n'avons pas fait grand-chose. Nous, Européens, ce sont en gros plutôt les États-Unis qui ont poussé l'Europe à s'étendre le plus possible en direction de l'Est. On a passé d'États qui étaient membres du pacte de Varsovie à des États qui étaient membres de l'OTAN. On a pris les 3 pays baltes qui d'ailleurs étaient tout à fait consentants à l'intérieur de l'Europe. Ensuite, on a pris la Roumanie et puis la Bulgarie, des États qui très franchement sur le plan des droits de l'homme étaient quand même en dessous des nécessités. Et il s'agissait au fond d'un refoulement de l'ex-URSS à la frontière de la Russie, en essayant d'intégrer l'Ukraine, la Géorgie et peut-être même le Kirghizstan. Voilà ce qui s'est passé. On ne l'a pas lu dans les journaux parce que on ne regarde pas la lame de fond, on s'occupe uniquement de l'écume des choses. Voilà la lame de fond qui s'est passée. Bon, eh bien, nous avons raté cela. Qu'on ne voit pas pour quelle raison, parce qu'on regarde à chaque fois que les choses au prisme de l'actualité hexagonale et que c'est des considérations politiques intérieures qui font que... En somme, on s'intéresse à l'actualité, pas à la situation. Alors, vous avez un élargissement considérable et aucun approfondissement. C'est-à-dire, il n'y a pas de club
sportif où on peut rentrer sans signer une charte minimale. Bon, en somme, en Europe, on est rentré comme on a voulu et nous sommes dans un désordre considérable avec un euro malade. Est-ce que je peux vous demander un avis personnel? La Turquie, oui ou non dans l'Europe? Alors, j'arrive là. Bon, la Turquie, en somme, si vous voulez regarder la chose sereinement, vous avez des gens qui vous disent, bon, on ne peut pas prendre les Turcs parce qu'ils sont 80 millions et musulmans. Voilà, ça c'est les noms. Voilà, ça c'est les noms. En somme, c'est là. Bon, ils ajoutent, en plus, ils ne sont pas en Europe au sens géographique du terme. Bon, ça me paraît pas l'argument le plus intéressant. Et puis vous avez ceux qui disent, la Turquie, justement, aujourd'hui est un État qui marche très fort du point de vue économique, qui a une population jeune, et effectivement, dans la perspective à long terme, et c'est le cas des Américains, avoir les Turcs avec soi parce que on est opposé d'une part aux Russes et surtout à terme aux Chinois, c'est mieux que de ne pas les avoir avec. Donc, est-ce que, oui ou non, on va les prendre? Au fond, la population européenne, grosso modo, s'il y avait un référendum, n'est pas pour, mais les politiques, probablement, vont, avec le temps, dire, c'est d'accord, ce ne sera pas une histoire d'amour, ce sera une histoire d'intérêt. C'est probable, je dis probable, je ne suis pas prophète, moi, c'est probable que la Turquie va faire partie de l'Europe. Voilà. Alors, Sylvain Kahn d'abord, et ensuite Stéphane Rosès. Sylvain. Une question sur un sujet qui concerne non seulement les Européens, mais le monde entier. Quel va être, Gérard Chaliand, l'impact de la finitude et de l'épuisement des ressources, ainsi que l'impact du changement climatique sur ce nouvel ordre mondial que vous essayez de nous décrire sans prophétisme? Oui, bien malin celui qui peut vous dire comment ça va se passer. Nous ignorons à quelle vitesse on se dégrade, nous ignorons à quelle vitesse on va pouvoir inventer des parades. C'est quand même, on est dans une civilisation technicienne qui a maintes fois répondu. Je me souviens d'une époque, dans les années 60, où on allait vers la famine, puis finalement les Indiens ont réussi à l'inverse, à exporter du riz. Donc, c'est difficile. Effectivement, quand vous dites nous, c'est l'humanité. Je constate, si vous voulez, une dégradation, effectivement, comme tout le monde. Seulement, quelle réponse on va y apporter? Bon, on ne sait pas. Tout ce que je sais, c'est que chacun galope d'abord pour lui-même. Les Chinois, par exemple, polluent, oui, effectivement, parce qu'ils disent vous avez pollué, vous, à votre tour, et nous, on cherche la puissance et on va avancer. Donc, il n'y aura rien qui sera fait. Au fond, les sociétés ne changent que le dos au mur. Alors, Stéphane Rosès et Brice. Stéphane. Oui, ce que je trouve intéressant dans les deux dernières interventions que vous faites, la première à l'invitation sur la question des ressources finies de la planète et la précédente sur c'est quoi l'Europe dans son rapport à la Turquie, c'est finalement la question de savoir qu'est-ce qu'on a en commun. Et pour revenir donc justement sur ces tendances de fond que vous observez au-delà de l'actualité, finalement, le cours du monde, diriez-vous qu'il est d'abord dominé par des questions culturelles, qui est la mondialisation au plan culturel, ou par des dimensions économiques, c'est-à-dire, reprenons le sujet de la Turquie, on dit la Turquie c'est une future puissance économique et ce serait important qu'elle soit insérée dans l'Europe, c'est une approche géostratégique vue d'un point de vue économique dans une situation, et en même temps sur le long terme la question je dirais de l'unité culturelle, n'est-ce pas finalement ce qui est le meilleur présage justement d'exister sur le fond. En un mot, quand l'Europe s'élargit, les pays fondateurs de l'Europe se disent mais avant de s'élargir, il faudrait se demander ce que l'on a en commun. Est-ce que ce n'est pas ça ce qu'a été le vice de forme à partir de la chute du mur? En un mot, est-ce les données culturelles ou économiques qui, selon vous, sur le moyen et le long terme, prévalent? Vous posez une question extrêmement importante, très importante. Est-ce que finalement on est unis culturellement, ou est-ce que les intérêts économiques l'emportent? C'est très difficile de trancher. Culturellement, nous ne sommes pas
nous ne sommes pas dans la même culture que les Turcs, et les Turcs le savent parfaitement. Ils appartiennent, et ils le savent, à l'univers musulman. C'est un islam modéré que M. Recep Tayyip Erdogan pratique. Et lui, il se sent non pas un pont entre l'Asie et l'Europe, mais il se sent comme un nouveau centre qui va influencer l'Europe dans une certaine mesure et qui va en recevoir d'ailleurs des bénéfices, qui influence le Proche-Orient, qui s'intéresse à l'Asie centrale jusqu'au Xinjiang compris, puisqu'il s'est mêlé de cette affaire. Et en fin de compte, les États-Unis les prennent comme alliés parce que ça permet de titiller la Russie. Si on parle de culture, nous sommes plus proches des Russes. Tolstoï, Dostoïevski, ça fait partie de la culture européenne et pas la mosquée comment dirais-je, la mosquée bleue, vous voyez ? Donc, comment choisir ? Ça dépend vers quel monde on va. Est-ce qu'on va choisir ces unités culturelles que nous n'avons pas su construire ? Ou bien est-ce qu'on va aller vers les défis économiques parce que l'adversaire, l'autre absolu, qui est la Chine, qu'on le veuille ou non, devient si forte que, ma foi, il s'agit d'unifier au maximum le plus de gens et d'États possibles, comme ce que sont en train de faire aujourd'hui les États-Unis, en faisant finalement un cercle autour de la Chine, du Japon, en passant par la Corée du Sud, en passant par la Thaïlande, les Philippines, l'Indonésie, et en aboutissant en Inde, sans le dire. Voilà. Donc, région vers laquelle se tourne Barack Obama, lui. Exact. C'est-à-dire le nouveau centre, le pivot aujourd'hui stratégique de l'Asie-Pacifique, il est là. Bon, voilà. Quant à la Russie, parce que personne ne m'a posé la question, quant à la Russie, elle est dans une situation extrêmement ambiguë. En définitive, elle est aujourd'hui avec la Chine contre les États-Unis parce qu'ils voient bien que les États-Unis n'ont pas cessé, en fin de compte, de les grignoter depuis 1991. Et en même temps, la Chine n'est pas un ami. La Chine, c'est 1,3 milliard d'habitants qui se trouvent au sud de la Sibérie où il y a à peine 10 millions de Slaves. C'est-à-dire qu'en plus, les Russes leur ont pris 2,5 millions de kilomètres carrés en 1860. Ils se sont battus avec les Chinois en 1969 autour de l'Ussuri. Donc les Russes, ils sont ambivalents. Ils ont d'excellents rapports avec l'Allemagne et l'Allemagne d'excellents rapports avec la Russie parce qu'ils sont complémentaires du point de vue hydrocarbures d'un côté et industrie de l'autre, et en même temps ils vont se ranger du côté des Occidentaux le jour où la Chine sera trop forte. Voilà. Brice Couturier. Oui, vous le disiez tout à l'heure, il y a eu une timidité politique de l'Union européenne en 89 et après qui tenait en grande partie, on vient de le dire à l'instant, à un manque d'affirmation culturelle. Reprenez toujours l'exemple de nos billets de banque sur lesquels nous n'avons pas eu le culot, l'audace, le courage simplement de mettre les grandes figures de la vie culturelle européenne, et Dieu sait si elles étaient riches. Mais nous avions quand même en 89 cet atout formidable, on l'a vu pendant les guerres de succession yougoslaves, qui était l'adhésion à l'Union européenne. On pouvait dire aux Serbes, vous appartenez à l'identité culturelle européenne, nous partageons la même culture, la même civilisation, une même histoire, même si vous êtes orthodoxe et que nous sommes d'origine chrétien-catholique, néanmoins nous avons une identité culturelle commune. Le problème aujourd'hui avec la Syrie, c'est que nous n'avons pas d'identité culturelle commune avec la Syrie, mais nous avons une intégration économique possible. Est-ce que nous ne devrions pas jouer davantage face à la Syrie comme face à la Turquie de nos atouts commerciaux, dire à ces pays, certes nous ne partageons pas la même histoire exactement, nous sommes séparés par des tas de choses, mais nous avons des intérêts commerciaux et économiques communs, intégrons-les et peut-être ça permettra d'apaiser les conflits comme en Syrie, comme on a apaisé les conflits de la succession de l'ex-Yougoslavie. Si on intégrait la Syrie, le Liban, un certain nombre de pays du Moyen-Orient dans notre zone commerciale, peut-être que ça serait une manière de faire cesser les combats. C'est un théorème à la Montesquieu, ça, un petit peu. Oui, ou aussi c'est une tentative qu'avait essayé de lancer sans succès le président Sarkozy en essayant de faire cette union méditerranéenne qui était boiteuse d'emblée.
Donc ça paraît bien difficile. Autrement, nous sommes dans un processus de mondialisation où les échanges se font. Dans la pratique, chacun en Europe, puisque vous avez évoqué le cas yougoslave, a ramé pour lui-même. Au fond, la reconnaissance de l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie a été faite par la CDU bavaroise catholique qui était très contente de regagner une ère qui fut celle des Habsbourg. Alors il faut connaître un peu l'histoire, vous voyez, autrement on ne sait pas de quoi on discute. Voilà. C'est ce que vous faites dans votre livre, hein. Vous remettez quelques pendules à l'heure. On essaye avec Michel Jean de faire un état des lieux serein, dépassionné, où on dit voilà, les rapports de force sont en train de se modifier, voilà où nous en sommes. Et pour finir, cette domination de l'Occident que l'on pense commencer à la Renaissance, non, dans la pratique, oui, on a dominé le continent américain, qu'on a d'ailleurs très très lentement peuplé, soit dit par parenthèse, puisque au milieu du XVIIIe siècle, au total, il y a moins d'habitants dans l'ensemble du continent américain qu'en France seule. Mais la véritable domination, on l'a faite au XIXe siècle. À l'extrême fin du XVIIIe, on a 2 siècles de domination absolue sur l'ensemble du monde. Et cette domination, absolue, j'ai dit bien absolue, elle commence à prendre fin. La domination des États-Unis continue pour un temps indéterminé. Merci Gérard Chaliand. Je rappelle Vers un nouvel ordre du monde avec Michel Jean aux éditions du Seuil. Et on va terminer comme on le fait régulièrement ici en suivant justement et comme on le fait au début de l'émission avec vous l'actualité syrienne avec quelques coups d'œil notamment aussi sur l'actualité éditoriale, notamment Alfred de Montesquieu qui publie Ouma, un grand reporter au Moyen-Orient aux éditions du Seuil, ancien d'ailleurs, récent prix Albert Londres. On a pu lire notamment son dernier reportage dans Paris Match. Il était il n'y a pas si longtemps en Syrie, notamment à Alep, et dans les témoignages que Alfred de Montesquieu a donné à Christophe Payet, il revient notamment sur ce qu'il a profondément marqué, la question de la situation, notamment la situation humanitaire des enfants. Alfred de Montesquieu. Alep va un peu mieux qu'avant, par exemple que l'été dernier. C'est moins la disette en termes de nourriture. La population est pas mal revenue des camps de réfugiés, tout simplement parce que l'abjection et la misère dans les camps de réfugiés est terrible. Et du coup, pas mal de gens sont revenus dans Alep. Par contre, c'est l'anarchie complète. Il y a des katibas dans tous les sens, y compris beaucoup de katibas islamistes. Plus les mois passent, plus c'est mauvais d'être dans une situation avec très peu d'électricité, très peu de protéines, très peu de nourriture, etc. Notamment les enfants. Énormément d'enfants ont des boutons purulents partout sur le visage, qui s'appellent maintenant les boutons d'Alep, mais en fait ça s'appelle la leishmaniose, c'est une maladie infectieuse, et c'est assez horrible, quoi. Les enfants ont des grosses croûtes partout sur le visage, c'est terrible, quoi. Ils sont très résignés, très amers envers l'Occident, ils ont vraiment l'impression d'avoir été abandonnés par tout le monde, et ils se débrouillent, c'est quartier par quartier, c'est ce qu'on appelle une situation très volatile, quoi. C'est-à-dire qu'on sait jamais très bien si quelque chose va bien, ou si ça pourrait mal tourner rapidement, quoi. Donc c'est vraiment rue par rue, il y a des espèces de petits checkpoints, c'est vraiment l'anarchie, quoi. Et puis autre chose, les boutons sur le visage des enfants, et puis aussi tout simplement la désolation de l'architecture et des bombardements. Alfred de Montesquieu frappé notamment sur une vision de chaos total à Alep. J'ai pas mal circulé dans la vieille ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est dans un état, qui est dévasté, quoi. C'est terrible, les vieux souks médiévaux, la mosquée donc des Omeyyades, le minaret de la mosquée qui a 1000 ans pratiquement, qui a été effondré à coups de but de char. Alors, évidemment des bâtiments ça compte moins que des êtres humains, mais on sent qu'il y a un mépris absolu pour tout dans cette guerre, quoi. Que ce soit les êtres humains, la culture, les monuments historiques, c'est assez terrible. Et en fait l'armée de Bachar se sert régulièrement des minarets comme cible pour, l'artillerie est pas très bonne, notamment l'artillerie de char est pas très bonne. Et ils servent des minarets comme cible. Donc on voit pas mal de minarets percés par des obus, par exemple. C'est assez étrange. On a l'impression d'être dans un décor de Matrix par moment, quoi. Avec des espèces de longues allées voûtées, tout d'un coup des éclats de lumière parce que y a un endroit qui a été défoncé par un obus. Ensuite, des types qui dorment dans une mosquée sublime, qui a des espèces de grandes colonnes gréco-romaines en feuilles d'acanthe. Et au milieu de ça, bam, il y a des coups de feu partout, des éclats de balles. C'est très étrange. À un moment, on a grimpé sur un toit avec un sniper qui tirait sur la citadelle d'Alep, un sniper rebelle. Et dans la citadelle, il y a tous les soldats du régime, quoi. Donc c'est complètement médiéval, ils se tirent dessus dans la citadelle. Tout. Par exemple, à la sortie de la vieille ville, il y a une porte qui s'appelle la porte d'Antioche,
qui est tenu par les rebelles, avec l'armée juste de l'autre côté. Et donc les rebelles défendent l'endroit en se battant comme au Moyen-Âge, c'est-à-dire en tirant par les meurtrières, quoi. C'est assez étrange. Voilà, Alfred de Montesquieu qui publie Ouma, un grand reporter au Moyen-Orient, aux éditions du Seuil, prix Albert Londres l'an dernier. 2 mots pour dire que le prix Albert Londres cette année a été décerné à 2 journalistes. L'un pour France 24, Roméo Langlois, et l'autre journaliste, prix Albert Londres 2013 pour Dohan Buis, au Nouvel Observateur. Un petit mot, Gérard Chaillan? Oui, moi je tiens à remercier les participants au débat pour la pertinence de leurs questions. Merci. Merci à l'invité. L'invité des matins, aujourd'hui, Gérard Chaillan. Bonjour Gérard Chaillan. Bonjour. Vous publiez Vers un nouvel ordre du monde aux éditions du Seuil, écrit avec Michel Jean. Notamment pour toute une partie importante concernant ce nouvel ordre du monde, une partie notamment chinoise. Je rappelle, faut-il rappeler que vous êtes géopolitologue, spécialiste de l'étude des conflits armés, des relations internationales et stratégiques, et aussi, souvent, le terme, pour ceux qui ne le savent pas, surprend, des conflits irréguliers. On ne va parler quasiment que de ça ce matin, au fond, non? On veut dire, oui, guérillas et terrorisme. Ouais, guérillas et terrorisme. Et donc, Vers un nouvel ordre du monde est sorti il y a 15 jours aux éditions du Seuil. Pourquoi Vers un nouvel ordre du monde, tout d'abord, et non pas Vers un nouveau désordre du monde? Parce que quand on a fini le livre, on n'est pas très rassuré sur la suite. Le monde a toujours connu le désordre, il le connaîtra toujours, mais enfin, un ordre, ça signifie... Par exemple, hier, il y a eu un ordre qui était celui de la guerre froide, c'est-à-dire la compétition entre l'URSS et les États-Unis. Après cela, il y a eu un très bref moment où les États-Unis ont été absolument seuls, avec une sorte de monopole absolu du pouvoir. Ça a duré de 1991 jusqu'à 2008. Et en 2008 est apparue une crise extrêmement profonde, financière, économique, dans laquelle nous sommes, dont nous ne sommes pas sortis, dont nous ne sommes d'ailleurs pas prêts de sortir, et qui inaugure un nouvel ordre parce que, pour la première fois, ce que l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, plus le Japon, étaient en mesure de produire, du point de vue manufacturier, du point de vue industriel, eh bien, d'autres, comme la Chine, comme l'Inde, comme la Turquie, comme l'Indonésie, comme la Corée du Sud et bien d'autres, le Brésil, sont en mesure maintenant de le produire. Hier, ils étaient nombreux et pauvres. Aujourd'hui, ils sont nombreux et performants. C'est un nouvel ordre. C'est-à-dire qu'en plus, voilà, et ça dépend de quel point de vue on se place, si l'on considère que l'ordre des uns est le désordre des autres. Vous avez parfaitement raison, oui, c'est ça, c'est ce qui s'appelle un rapport de force. Ce rapport de force est en train de changer. Alors, dans ce rapport de force, il y a notamment un chapitre, et nous voudrions, avec vous, essayer de comprendre ce qui se passe dans l'actualité la plus immédiate, Gérard Chaillan, puisque tout de même, il y a une question, enfin, il y a beaucoup d'analyses dans votre livre, et puis d'analyses parfois, d'ailleurs, au fond, prudentes, qui décryptent ces équilibres en train de changer, avec tout de même une vraie incertitude, une vraie question, qui est le chapitre « Où va le monde arabe ?» Gérard Chaillan, peut-être commençons par cela, et la question du Moyen-Orient en général, l'actualité la plus immédiate. Vous avez évidemment regardé les images d'actualité concernant ce double attentat de samedi à Reynayle. C'est à côté, c'est au sud-sud-sud de la Turquie, c'est frontalier avec la Syrie, à quelques kilomètres d'Antioche, d'Antakya. 46 morts selon un certain bilan. La Turquie, Ankara, a arrêté 9 suspects, tous de nationalité turque, mais a désigné Damas comme le commanditaire de ce double attentat. La presse turque, au lendemain de cet attentat, rapporte Le Figaro du jour, impute là aussi tout de suite la responsabilité de cet attentat à Damas. Les assassins d'Assad parlent de la terreur syrienne et de la guerre qui a dépassé les frontières. Alors, avec tous les guillemets qu'il faut que l'on mette pour l'instant autour de cet attentat, est-ce que vous, qui connaissez bien ces questions-là, alors de terrorisme, de guerres irrégulières, guerre civile, guérilla, est-ce que la piste syrienne vous paraît crédible dans la mesure où il y a 300 000 réfugiés syriens dans le coin, du côté d'Antakya et de Reynaly, et qu'il faudrait éventuellement déstabiliser ou non ces parties-là? Est-ce que ça fait partie d'une stratégie qui pourrait être propre à celle du régime de Bachar al-Assad? Enfin, dans les opérations clandestines, il est toujours difficile de désigner le responsable. Ce qu'on peut retenir,
pour s'en tenir à l'essentiel, c'est que le chef de l'État turc, M. Recep Tayyip Erdogan, a déclaré « Nous ne tomberons pas dans le piège d'une provocation. La Turquie ne bougera pas, elle va faire preuve de retenue. » C'est ça qui compte. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, disons, de régionalisation immédiate turco-syrienne d'un conflit qui dépasse d'ailleurs très largement celui de la Syrie proprement dite. Ce qu'il faut dire à propos de la Syrie, sans se perdre dans des détails, c'est que contrairement à ce qui s'est passé en Tunisie, contrairement à ce qui s'est passé en Égypte, on n'est pas dans une affaire strictement intérieure. On est, cette vous fois-ci... dites dans le livre que quasiment tout le monde arabe dépend de l'issue de ce qui se passera en Syrie. C'est une très grosse partie qui est en train de se jouer et dont notre public n'a pas véritablement conscience parce qu'on lui donne des tas de détails, du spectaculaire, mais on n'explique pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, d'une part, on cherche à affaiblir l'Iran. C'est ça le but final. Ce but final est le double but... Pardon. Qui on ? Alors justement, bon. C'est le double but de deux courants. Un courant américain et israélien, appuyé évidemment par les Européens. Il faut empêcher l'Iran de détenir le feu nucléaire. Et alors à ce moment-là, pour l'affaiblir, il faut frapper la Syrie, qui est son allié le plus sérieux. Et deuxièmement, il y a l'intérêt des Arabes sunnites et de tous ceux qui sont sunnites dans la région, ça inclut les Turcs, pour affaiblir un État chiite qui, en 1979, lorsque l'Ayatollah Khomeini prend le pouvoir, prétend représenter la révolution musulmane. La contre-offensive a été menée par l'Arabie saoudite, il y a déjà longtemps. Ils étaient ravis, par exemple, d'animer un djihad sunnite en Afghanistan contre les soviétiques. Ça permettait de montrer que l'Arabie saoudite aussi pouvait prétendre, dans le monde musulman, à un caractère révolutionnaire. Et aujourd'hui, fort de l'appui des États-Unis, à un moment où l'Iran est affaibli, et où on lui en veut d'autant plus qu'à cause d'une erreur américaine, c'est-à-dire avoir installé en Irak, non pas un pouvoir sunnite, c'était le cas de Saddam Hussein, mais un pouvoir chiite, renforçant en quelque sorte par là même l'axe du mal qu'on prétendait détruire. Donc vous avez la conjonction de tous les sunnites d'une part, qui veulent en découdre avec le régime de Bachar al-Assad et le détruire, et les États-Unis et tous leurs alliés qui veulent l'affaiblir également, non pas parce qu'on lui en veut particulièrement à lui, ce qu'on veut, c'est affaiblir un allié de l'Iran. Voilà ce qui se passe. Alors, allié de l'Iran, en l'occurrence par l'entremise du clan Bachar al-Assad, dont il faut préciser alaouite, donc branche du chiisme, donc possiblement en liaison avec le schisme iranien. Vous avez parfaitement raison de préciser, effectivement, les alaouites sont en somme des alliés effectifs du chiisme. Ils sont une branche un peu à part. Bon. Lorsque le régime de Bachar al-Assad éventuellement va tomber, ceci va déterminer des changements importants. Par exemple, l'Irak, lui, va être menacé. Cet Irak chiite, il est très mal perçu. Aujourd'hui, les sunnites protestent, et ils protestent de façon extrêmement vigoureuse. Bon, tous les salafistes, comme on dit, c'est-à-dire les islamistes radicaux, ceux qui pratiquent le djihad, qui viennent d'ailleurs, eh bien, et qui sont en train de travailler dans un mouvement qui s'appelle Jabhat al-Nursi, bien organisé, payé par les gens du Golfe, armés, vont se retourner contre l'Irak. C'est-à-dire qu'on va assister à une redistribution générale des cartes dans ce Moyen-Orient compliqué, où les uns et les autres poursuivent des agendas qui leur sont propres. Pardonnez-moi de la question aussi directe que celle que je vais vous poser, Gérard Chaliand. Et alors, attendez, mais quid tout de même de ces Syriens par milliers que l'on disait laïcs et qui ont initié ce mouvement de révolution? Ils sont hors jeu, neutralisés? Disons que on ne voit pas très bien où ils se situent aujourd'hui dans la nébuleuse de ce qu'on appelle la rébellion. C'est-à-dire... c'est par eux que ça a commencé au départ. Oui, M. Obama, par exemple, comme vous le savez, hésite à engager les États-Unis dans cette affaire. Il va le faire à un moment,
mais il se rend très bien compte à quel point c'est complexe, parce que qui, effectivement, sur le terrain, contrôle la situation? Bien malin, celui qui peut le dire. En fait, dans la pratique, il y a eu des oppositions, des factions, laïques ou pas, enfin, disons séculières, il n'y a pas de laïque. Oui, séculière, bon, voilà. Séculière. Le plus exact. Bon, avec quelques courants démocratiques, mais pas très nombreux, et puis d'autres plus musclés. Et puis, il y a eu également l'immixtion des salafistes qui veulent peser. Il y a donc, en somme, à l'intérieur, si vous voulez, pour être très grossier, les frères musulmans, qui ont des véritables assises, parce qu'ils ont été, eux, frappés en 1982 par le papa de M. Assad. Il y a les salafistes, qui sont des nouveaux, mais extrêmement bien organisés et très animés du désir de peser. Et puis, vous avez tous ces courants qui ne sont ni frères musulmans, ni salafistes, mais divisés comme d'habitude quand on l'est dans les trucs démocratiques. Alors, qui contrôle quoi? On n'en sait rien. Qui va finalement triompher? On n'en sait rien non plus. La seule chose dont on est sûr, c'est que lorsque ce régime va tomber, on va avoir des répressions extrêmement difficiles, un chaos remarquable, des massacres, dans la mesure où le contentieux, si vous voulez, de la vengeance a beaucoup grossi. C'est-à-dire que ce qu'il y a eu comme victime jusqu'à aujourd'hui n'est qu'un début. Oui, alors on annonce un dernier chiffre de 82 000, on peut dire qu'il est déjà sans doute largement dépassé. D'autres organisations il parle à peu près de 100 000 au moins. Oui, enfin, vous savez, les chiffres, il faut se méfier. Il faut s'en méfier. Hein. Le fait est qu'en tout cas, les Syriens, de plus en plus nombreux, continuent de quitter le pays, se réfugient aussi beaucoup en Jordanie, toujours aussi en Turquie, dont on sait que cela peut créer des troubles réels. Aussi, les Turcs environnants, certains n'ont pas le gouvernement, mais en ont assez, ont peur d'être déstabilisés par, au fond, cet afflux de réfugiés incontrôlés. Et puis au-dessus de tout cela, pour terminer cette première partie, tout de même, alors, la Russie, est-ce que si quand même tout le monde, la communauté internationale n'en finit pas de dire il faut en finir avec ce régime de Bachar el-Assad et essayer d'aider les Syriens, tout en ne les aidant pas, est-ce que tout cela est la faute de la Russie et de ce fameux Conseil de sécurité de l'ONU, Gérard Archalian? Oui, aussi. La Russie est partie prenante dans cette équation. Les Russes, comme les Chinois d'ailleurs, ont été floués en Libye. Le Conseil de sécurité avait voté pour préserver en quelque sorte la population de Benghazi, pas pour se débarrasser de Mohamed Kadhafi. Donc cette fois-ci, il n'est pas question pour eux de céder et d'accorder un blanc-seing aux États-Unis. De surcroît, ils veulent montrer qu'ils ne contrôlent pas que leurs proches étrangers. Ils sont très intéressés par le contrôle du port de Tartous, qui est leur seul accès à la Méditerranée. C'est un allié. Ils montrent qu'effectivement, ils ont une volonté politique. Donc, en somme, dans cette affaire, vous avez les Russes d'un côté, les Iraniens, le Hezbollah et l'Irak, chiite, qui sont des alliés du régime de Bachar el-Assad. Et de l'autre côté, vous avez l'ensemble des sunnites arabes, plus la Turquie, avec les États-Unis et l'Europe qui, à un moment, vont certainement faire quelque chose. Et puis, Israël, là-dedans, attend effectivement que l'Iran soit affaibli. La Syrie l'intéresse de façon secondaire. Ils veulent pas, par exemple, que les salafistes triomphent en Syrie, parce que le triomphe des salafistes en Syrie, c'est très mauvais pour l'ensemble de la région. C'est ce que d'ailleurs craint M. Obama. 8h18, vous êtes bien Brice Couturier. Je suis toujours Brice Couturier. Ouais. Allez, c'est la chronique de Brice Couturier. Je vous emmène, Marc, hors du Moyen-Orient compliqué pour quelques minutes pour vous ramener vers la vieille Europe. Ainsi, après les États-Unis, l'Union européenne va-t-elle entrer en guerre commerciale avec la Chine? Certes, pour l'instant, il ne s'agit pas d'une guerre totale, même pas d'une mobilisation générale, seulement d'une escarmouche sur un secteur très limité du front, celui des énergies renouvelables. Mais le risque d'extension est sérieux et l'affaire s'inscrit dans le contexte d'une montée des tensions qui n'épargne aucune région du monde et qui pourrait déboucher, à terme, sur une guerre économique généralisée. Normal, même en Chine, la croissance ralentit, la timide reprise de l'an dernier aux États-Unis donne déjà des signes d'essoufflement et l'Europe traverse sa deuxième année consécutive de récession. Dans ce contexte, chaque bloc commercial est tenté de mettre en œuvre des procédés plus ou moins déloyaux, voire illégaux, de protéger les intérêts de ses entreprises. Comme l'explique Sylvie Matelli de l'IRIS dans l'Expansion,
Je la cite, « La mondialisation est un multiplicateur de richesses quand le moteur de l'économie tourne à plein régime, mais une source de frustration quand le moteur cale. Comme le gâteau ne grossit plus, chacun se bat pour en obtenir une plus grosse part. » Fin de citation. L'Europe étant le continent le plus vertueux en matière énergétique, vous parliez de puissance à nouveau, et tout à l'heure vous compariez le Qatar et l'Arabie Saoudite, juste quand on a repris après le journal. Et ma question est la suivante. Est-ce que la puissance réelle passe encore au XXIe siècle par le territoire ? Non. Non, la puissance réelle ne passe pas par le territoire. Bien sûr qu'il vaut mieux, comme la Chine, les États-Unis, avoir un territoire vaste, des ressources, mais dans la pratique, si vous voulez, la constitution des empires hier, c'était effectivement étendre son territoire outre-mer ou bien par territorial. Aujourd'hui, la puissance, c'est ce que vous êtes capable de faire du point de vue économique, ce que vous êtes capable de faire du point de vue financier, ce que vous êtes capable de faire du point de vue militaire. C'est un agrégat de choses qui fait que, à l'heure actuelle, la puissance majeure, elle est détenue par les États-Unis et elle va conserver cette avance pendant un temps indéterminé. Parce qu'elle a à la fois la puissance militaire, la puissance financière, la capacité d'innovation, la capacité de projection et en plus ce qu'on appelle le pouvoir feutré, en anglais soft power, en français pouvoir feutré, s'il vous plaît, parlons français. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc vous avez raison, le territoire, c'est un peu secondaire. Et si on prend juste le petit cas de la France, dont vous dites qu'elle ne va pas rester bien longtemps, pas à l'horizon 2020 sans doute, la 5e puissance mondiale ? Malheureusement, le constat, si vous voulez, c'est que cette 5e place que nous détenons provisoirement, il n'y a qu'à voir ce qui se passe. Inéluctablement, on va la perdre, dites-vous. Oui, et j'ajoute, pour être, si vous voulez, avec un peu de distance, ce n'est pas seulement M. Hollande, ce n'est pas seulement M. Sarkozy. Il y a 30 et 40 ans que nous vivons au-dessus de nos moyens. L'autre jour, on nous dit, on vient de dépasser la barre des chômeurs de 1997. Et alors, en 1997, quand on a eu cette barre, qu'est-ce qu'on a fait ? Rien. C'était il y a 16 ans. Donc, en d'autres termes, si vous voulez, nous traînons un boulet d'adaptation indispensable, de réformes qu'il fallait faire, que nous n'avons pas faites, et maintenant nous sommes le dos au mur, il va falloir le faire. Et très franchement, notre population s'est habituée à, justement, à un certain nombre de choses qu'elle n'a pas envie d'abandonner. C'est très difficile de gérer ce pays. Brice Couturier. Pour revenir à l'international, je disais il y a une guerre commerciale, mais il y a peut-être une guerre commerciale à venir, mais en tout cas il y a une guerre des monnaies, et c'est le Japon qui l'a lancée. Revenir à la question qu'on traitait tout à l'heure, il y a les BRICS. Les BRICS, ils viennent de créer par exemple une banque de développement commune pour essayer de squeezer la Banque mondiale, mais en réalité ils n'ont entre eux aucune harmonie, ils se déchirent assez facilement, ils sont pas harmonieux du tout, ils sont pas d'unité, et surtout ils semblent incapables à penser des responsabilités globales d'ordre mondial. La Chine s'occupe de son précaré, la Russie de ses voisins, l'Inde aussi a des préoccupations très limitées. Est-ce qu'on ne va pas très rapidement regretter, comme le dit Robert Kagan dans son dernier bouquin, regretter l'absence d'un shérif mondial ? Les Américains nous énervaient le monde entier parce qu'ils étaient dominateurs, mais ils avaient au moins, eux, une vocation globale. Ils avaient au moins une vision mondiale. Aucun des BRICS n'est dans cette situation. Est-ce qu'on risque pas, au contraire, dans un monde qu'on a tellement voulu multipolaire, regretter très vite le fait, la bipolarité quand les Américains et les Soviétiques contrôlaient l'ensemble de la planète, ou l'époque assez brève où le shérif américain a fait régner un certain ordre? Oui, en tout cas, parfaitement raison lorsque vous dites que les BRICS, enfin cette appellation en définitive un peu journalistique, n'ont pas de politique commune. En effet, les intérêts de la Chine ne sont pas ceux de l'Inde, ceux du Brésil ne sont pas nécessairement ceux de la Chine, etc., etc. Donc ils ne vont pas offrir ensemble une alternative à la guidance qui a été celle des États-Unis. Les États-Unis, contrairement aux apparences, restent les numéros 1. Ce sont eux quand même qui établissent l'équilibre majeur. La Chine n'est pour l'instant que potentiellement quelque chose d'extrêmement important. Il ne faut pas regretter l'époque de la guerre froide. On l'a assez déploré lorsqu'on l'avait.
très franchement, nous sommes dans un monde qui est plus compliqué parce qu'il y a davantage d'acteurs. Et nous, Européens, notre véritable souci, c'est de rester dans cet univers-là suffisamment compétitif pour arriver à faire quelque chose. Ma foi, je crains que, comme on n'a pas réussi à nous fédérer, on va arriver de façon dispersés dans cette compétition et que nous n'aurons pas les moyens de peser politiquement de façon sérieuse dans le monde qui est en train de se faire. Alors, on ne peut pas évidemment refaire l'histoire, mais telle que vous la décryptez de façon histoire et géopolitique depuis au fond même le grand empire arabe, le grand empire musulman qui à une époque au fond dominé la planète, puis qui a perdu cette domination. Vous parlez au fond apparemment des effets de distanciation des pays, des ensembles se font distancer par d'autres, et vous mettez bien comme ça en balance les effets, les différentes temporalités, notamment Stéphane Rosès le rappelait tout à l'heure, il y a effectivement la date importante de 1989, mais pas que, hein, vous dites c'est 79 aussi qui augure d'un tournant vraiment du monde, Deng Xiaoping d'un côté, la révolution khomeinienne de l'autre, et puis vous dites tout de même, et j'aimerais que vous reveniez là-dessus, l'avenir de l'Europe tel qu'il n'a pas été réfléchi en 1989. C'est assez important. Vous dites l'Europe n'a pas réfléchi à ce qu'elle aurait pu ou dû faire après 1989. Et évidemment, autour de cette réflexion, il y a, et nous revenons d'ailleurs un peu au début de l'émission, il y a la question turque. La Turquie, dites-vous, qui rajeunirait, après tout, l'Europe. Alors la Turquie, c'est quoi? C'est le nœud, c'est le problème gordien, c'est la patate chaude. Faut-il intégrer ou pas la Turquie au nom d'état de... les oui, c'est l'économie, les non, c'est la religion. Est-ce qu'on rate quelque chose avec cette question turque, tout bêtement, oui, Gérard Chaliand? Vous posez plusieurs questions à la fois. Oui, pardon. Alors, en ce qui concerne l'Europe, effectivement, en 1989-91, lorsque le monde de la guerre froide a disparu parce que l'Union soviétique s'est effondrée, il aurait fallu que l'Europe se pose des questions sur « et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» En somme, on avait bénéficié du parapluie américain lorsque l'Union soviétique était militairement plus forte. Cet adversaire disparaît. Qu'est-ce qu'on fait ? Dans la pratique, nous n'avons pas fait grand-chose. Nous, Européens, ce sont en gros plutôt les États-Unis qui ont poussé l'Europe à s'étendre le plus possible en direction de l'Est. On a passé d'États qui étaient membres du pacte de Varsovie à des États qui étaient membres de l'OTAN. On a pris les 3 pays baltes, qui d'ailleurs étaient tout à fait consentants à l'intérieur de l'Europe. Ensuite, on a pris la Roumanie et puis la Bulgarie, des États qui, très franchement, sur le plan des droits de l'homme, étaient quand même en dessous des nécessités. Et il s'agissait, au fond, d'un refoulement de l'ex-URSS à la frontière de la Russie, en essayant d'intégrer l'Ukraine, la Géorgie et peut-être même le Kirghizstan. Voilà ce qui s'est passé. On ne l'a pas lu dans les journaux parce que on ne regarde pas la lame de fond, on s'occupe uniquement de l'écume des choses. Voilà la lame de fond qui s'est passée. Bon, eh bien, nous avons raté cela. Qu'on ne voit pas pour quelle raison, parce qu'on regarde à chaque fois que les choses au prisme de l'actualité hexagonale et que c'est des considérations politiques intérieures qui font que... En somme, on s'intéresse à l'actualité, pas à la situation. Alors, vous avez un élargissement considérable et aucun approfondissement. C'est-à-dire, il n'y a pas de club sportif où on peut rentrer sans signer une charte minimale. Bon, en somme, en Europe, on est rentré comme on a voulu et nous sommes dans un désordre considérable avec un euro malade. Est-ce que je peux vous demander un avis personnel? La Turquie, oui ou non dans l'Europe? Alors, j'arrive là. Bon, la Turquie, en somme, si vous voulez regarder la chose sereinement, vous avez des gens qui vous disent, bon, on ne peut pas prendre les Turcs parce qu'ils sont 80 millions et musulmans. Voilà, ça c'est les noms. Voilà, ça c'est les noms. En somme, c'est là. Bon, ils ajoutent, en plus, ils ne sont pas en Europe au sens géographique du terme. Bon ça me paraît pas l'argument le plus intéressant. Et puis vous avez ceux qui disent, la Turquie, justement, aujourd'hui est un État qui marche très fort du point de vue économique, qui a une population jeune, et effectivement, dans la perspective... à long terme, et c'est le cas des Américains, avoir les Turcs avec soi parce que on est opposé d'une part aux Russes et surtout
à terme aux Chinois, c'est mieux que de ne pas les avoir avec. Donc, est-ce que, oui ou non, on va les prendre? Au fond, la population européenne, grosso modo, s'il y avait un référendum, n'est pas pour, mais les politiques, probablement, vont, avec le temps, dire, c'est d'accord, ce ne sera pas une histoire d'amour, ce sera une histoire d'intérêt. C'est probable, je dis probable, hein, je ne suis pas prophète, moi, c'est probable que la Turquie va faire partie de l'Europe. Voilà. Alors, Sylvain Kahn d'abord, et ensuite Stéphane Rosès. Sylvain. Une question sur un sujet qui concerne non seulement les Européens, mais le monde entier. Quel va être, Gérard Chaliand, l'impact de la finitude et de l'épuisement des ressources, ainsi que l'impact du changement climatique sur ce nouvel ordre mondial que vous essayez de nous décrire sans prophétisme? Oui, bien malin celui qui peut vous dire comment ça va se passer. Nous ignorons à quelle vitesse on se dégrade, nous ignorons à quelle vitesse on va pouvoir inventer des parades. C'est quand même, on est dans une civilisation technicienne qui a maintes fois répondu. Je me souviens d'une époque, dans les années 60, où on allait vers la famine, puis finalement les Indiens ont réussi à l'inverse, à exporter du riz. Donc, c'est difficile. Effectivement, c'est l'humanité. Je constate, si vous voulez, une dégradation, effectivement, comme tout le monde. Seulement, quelle réponse on va y apporter? On ne sait pas. Tout ce que je sais, c'est que chacun galope d'abord pour lui-même. Les Chinois, par exemple, polluent, oui, effectivement, parce qu'ils disent vous avez pollué, vous, à votre tour, et nous, on cherche la puissance et on va avancer. Donc, il n'y aura rien qui sera fait. Au fond, les sociétés ne changent que le dos au mur. Alors, Stéphane Rosès et Brice. Stéphane. Oui, ce que je trouve intéressant dans les deux dernières interventions que vous faites, la première à l'invitation sur la question des ressources finies de la planète et la précédente sur c'est quoi l'Europe dans son rapport à la Turquie, c'est finalement la question de savoir qu'est-ce qu'on a en commun. Et pour revenir donc justement sur ces tendances de fond que vous observez au-delà de l'actualité, finalement, le cours du monde, diriez-vous qu'il est d'abord dominé par des questions culturelles, qui est la mondialisation au plan culturel, ou par des dimensions économiques, c'est-à-dire, reprenons le sujet de la Turquie, on dit la Turquie c'est une future puissance économique et ce serait important qu'elle soit insérée dans l'Europe, c'est une approche géostratégique vue d'un point de vue économique dans une situation, et en même temps sur le long terme la question je dirais de l'unité culturelle, n'est-ce pas finalement ce qui est le meilleur présage justement d'exister sur le fond. En un mot, quand l'Europe s'élargit, les pays fondateurs de l'Europe se disent mais avant de s'élargir, il faudrait se demander ce que l'on a en commun. Est-ce que ce n'est pas ça ce qu'a été le vice de forme à partir de la chute du mur? En un mot, est-ce les données culturelles ou économiques qui, selon vous, sur le moyen et le long terme, prévalent? Vous posez une question extrêmement importante, très importante. Est-ce que finalement on est unis culturellement, ou est-ce que les intérêts économiques l'emportent? C'est très difficile de trancher. Culturellement, nous ne sommes pas dans la même culture que les Turcs, et les Turcs le savent parfaitement. Ils appartiennent, et ils le savent, à l'univers musulman. C'est un islam modéré que M. Recep Tayyip Erdogan pratique. Et lui, il se sent non pas un pont entre l'Asie et l'Europe, mais il se sent comme un nouveau centre qui va influencer l'Europe dans une certaine mesure, et qui va en recevoir d'ailleurs des bénéfices, qui influence le Proche-Orient, qui s'intéresse à l'Asie centrale jusqu'au Xinjiang compris, puisqu'il s'est mêlé de cette affaire. Et en fin de compte, les États-Unis les prennent comme alliés parce que ça permet de titiller la Russie. Si on parle de culture, nous sommes plus proches des Russes. Tolstoï, Dostoïevski, ça fait partie de la culture européenne, et pas la mosquée comment dirais-je, la mosquée bleue, vous voyez. Donc, comment choisir? Ça dépend vers quel monde on va. Est-ce qu'on va choisir ces unités culturelles que nous n'avons pas su construire, ou bien est-ce qu'on va aller vers les défis économiques parce que l'adversaire
l'autre absolu qui est la Chine, qu'on le veut. Les citoyens pouvaient rêver des fameux dizaines de milliers d'emplois qu'étaient censés créer les énergies non polluantes. Mais voilà qu'une politique industrielle menée à la chinoise dans le secteur du photovoltaïque parvient à assurer à l'Empire du Milieu une hégémonie absolue du secteur, avec plus de 80% du marché européen, soit 21 milliards de dollars. Face aux États-Unis, l'offensive chinoise sur les énergies renouvelables s'était déjà heurtée à une violente riposte de Barack Obama. En pleine campagne présidentielle, le président américain avait frappé très fort, imposant aux industriels chinois du photovoltaïque des droits de douane compris entre 31 et 250%. La Commission européenne a décidé mercredi dernier l'adoption d'une taxe anti-dumping à l'importation qui pourrait atteindre 47%. Alors, il ne s'agit pas d'une mesure protectionniste d'arrière-garde, précise-t-on à la Commission de Bruxelles, qui met en avant le fait que son commissaire au commerce, Karel de Gucht, est un libéral proclamé, mais d'une mesure anti-dumping. Les fabricants de panneaux solaires chinois ont bénéficié de prêts publics à des taux exceptionnellement bas et de l'octroi de terrain pour leurs usines. Cela s'appelle fausser la concurrence. Ce que l'Europe reproche à la Chine, ce n'est pas d'être meilleur marché qu'elle, ce dont nos consommateurs ne pourraient que bénéficier, mais d'obtenir ces prix cassés par des procédés contraires aux règles du commerce mondial. Cependant, on le sait, la Chine a aussitôt riposté en annonçant l'ouverture d'une procédure anti-dumping contre les fabricants de tubes sans soudure européens. Elle vise en première ligne un fabricant français, Vallourec, et l'agence Chine Nouvelle menace très explicitement ce week-end l'Union européenne d'une guerre commerciale. Les choses vont d'ailleurs s'envenimer très prochainement entre les deux blocs commerciaux dans le secteur des équipements de télécommunications. Les mastodontes chinois Huawei et ZTE étant accusés par leurs concurrents européens Alcatel, Ericsson et Nokia de vendre à perte afin de les briser. Alors, dans un contexte international marqué par la montée en puissance des émergents, symbolisée par l'élection d'un Brésilien à la direction de l'OMC, par l'aggravation de la compétition pour l'accès aux ressources, matières premières, énergies fossiles, eau, et par le regain des États-nations au sein même des blocs commerciaux, doit-on ou non redouter que, comme au tournant des 19e et 20e siècles, les guerres industrielles nous précipitent un jour dans la guerre tout court? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Gérard Chalian. Écoutez, il n'y a pas à s'étonner de voir que nous sommes en compétition, c'est l'évidence. Ce qui est en train de se passer, comme je l'ai tout à l'heure signalé, c'est que ce que nous étions les seuls à savoir faire, les Chinois et bien d'autres savent maintenant le faire et ils sont sur le marché et il y a une âpre compétition sur le marché, comme il y a eu d'ailleurs au 19e siècle une âpre compétition entre les Britanniques, les Allemands, les Français, etc. pour s'arracher des marchés. Voilà. Bon, ça va pas mener à la guerre mondiale. Le problème n'est pas aujourd'hui la guerre mondiale. Le problème, c'est comment est-ce que les uns et les autres vont continuer à avoir de la croissance. Les Américains ont réagi le plus vigoureusement, ce qui n'est pas fait pour étonner. Les Allemands se débrouillent mieux que nous en ce qui concerne les contrats qu'ils décrochent avec les Chinois. Quant à nous, d'une façon générale, si vous voulez, nous sommes dans une phase où il va falloir sérieusement améliorer notre compétitivité. Vous citez, juste Georges, dans votre livre, vous citez Pierre Asner, qui a cette formule qui est assez intéressante pour résumer au fond l'histoire même, peut-être du monde tel que ce monde va avec ses décentrements, tantôt la hausse des uns, la perte d'influence des autres. Il parle de la vengeresse complexité du monde. Oui, j'aime beaucoup cette formule, la vengeresse complexité du monde. Vous prenez par exemple l'idée de M. George W. Bush, qui était de remodeler le Grand Moyen-Orient. Il s'agissait en somme de s'installer en Irak, de tordre le bras des Syriens et ensuite de se tourner pour faire un changement de régime en Iran. Ça n'a pas marché. Or, le hasard fait que l'immolation d'un Tunisien va déclencher en Tunisie, en Égypte et finalement en Syrie, après être passé par Bahreïn et le Yémen, une rébellion généralisée contre des dictatures qui fait qu'aujourd'hui, nous arrivons de façon inattendue à un résultat qui fait que
bien sûr, il va y avoir un affaiblissement de la Syrie. Bien sûr, l'objectif, c'est encore l'Iran. Et en même temps, ça ne se fait pas comme le souhaitaient les États-Unis, c'est-à-dire avec des régimes qui leur soient amis, mais plutôt avec des salafistes ou peut-être des frères musulmans. Donc la complexité du monde, il faut la restituer. C'est pas uniquement fait de résultats spectaculaires et de ventes d'angoisse. Alors, Stéphane Rosès. Oui, je voudrais justement, sur cette idée de vengeresse, complexité du monde, vous interroger, Gérard Chaliand. Est-ce que ce n'est pas une notion proprement occidentale, en ce que le monde a toujours été complexe, mais sous domination occidentale à partir de la Renaissance, l'Europe puis les États-Unis ont toujours eu le souci de penser le monde comme un dépassement d'eux-mêmes. Et que la nouveauté que vous relatez très bien, soit à partir, que vous faites remonter à partir de la révolution iranienne, de l'arrivée de Deng Xiaoping, 79, plutôt que la chute du mur de Berlin, est-ce que la nouveauté n'est pas justement que le déport de la globalisation économique sur l'Asie se fait sur des pays qui n'ont pas, eux, forcément le souci, notamment pour la Chine, de penser le monde comme une entité globale, parce qu'il y a l'intérieur de la Chine qui doit être harmonieuse et l'extérieur, c'est à peu près les barbares, et que donc ce que vous appelez justement cette complexité, c'est tout simplement le fait qu'il n'y a plus dans les puissances économiques dominantes de demain le souci de penser le monde dans sa complexité. Oui, Gérard Chaliand. Oui. En ce qui concerne le chinois, bon, il y a la tradition chinoise, dont d'ailleurs mon coéquipier et co-auteur Michel Jean est le spécialiste. Il y a, en ce qui concerne la Chine, une tradition qui était très auto-centrée. C'était le monde d'hier. La Chine, aujourd'hui, est dans le processus de la mondialisation, comme tout le monde. Et la Chine, évidemment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vise ? Si on ne se fait aucune illusion, elle vise que dans le cadre des rapports de force, il s'agit pour elle d'augmenter son potentiel de puissance et, à terme, peut-être, de disputer au numéro 1 cette première place. Voilà ce qui se passe. Alors, Sylvain Kahn et puis Brice Couturier. Sylvain ? Oui, Gérard Chaliand,